Vous avez sans doute tous en tête l'urgence écologique, en tout cas plus ou moins. Et aujourd'hui, on va parler de cette urgence écologique d'une manière un peu différente. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Grégory Pouy. C'est vrai que j'ai arrêté de me présenter sur mon podcast, mais voilà. Et j'essaye d'analyser la manière dont la société évolue à travers Vlan. Et donc aujourd'hui, on va parler écologie et on va parler surtout d'écosophie, qui est un concept que je connaissais pas. Je reçois Michael Andrieux, qui est un sociologue de l'imaginaire, que j'ai déjà reçu sur ce podcast, pour parler de ce concept qu'est l'écosophie et de parler de notre rapport à la nature que j'avais déjà envisagé avec un autre sociologue qui s'appelait Stéphane Hugon. On va parler du rapport à la nourriture, sujet que j'avais abordé avec Isabelle Saporta d'ailleurs, dans un épisode précédent. Donc on va parler de tous ces éléments-là autour de la nature et éventuellement de trouver des solutions, un changement culturel pour envisager ce rapport à la nature de manière différente. Donc voilà, c'est une conversation assez courte mais vraiment intéressante et je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à tous, je suis avec Michael Andrieux, que j'ai déjà reçu sur le podcast, qui est un sociologue des futurs souhaitables, de l'imaginaire. Et je voudrais qu'on parle un peu d'écologie, du rapport à la nature. J'avais déjà reçu Stéphane Hugon, qui est un autre sociologue avec lequel tu travailles sur ce rapport à la nature. Et toi, tu m'as parlé d'écosophie, qui est un concept que je ne connaissais pas. Est-ce que d'abord, tu peux expliquer ce que c'est que l'écologie et ce que c'est que l'écosophie ? Peut-être la meilleure manière de voir les deux, c'est de commencer par ce qui est quotidien et qu'on connaît bien, c'est l'écologie. L'écologie, donc éco, logie, le discours, c'est-à-dire la manière par laquelle on va parler de la nature. La nature au sens la maison, c'est-à-dire ce qui nous entoure dans son ensemble. Et c'est ce côté parler qui est un peu embêtant parce que l'écologie, c'est un discours sur ce qui nous entoure. Donc le plus important dans l'écologie, c'est de faire état qu'il y a un objet, la nature, avec laquelle il faut bien vivre. L'écosophie, étymologiquement, on retrouve ce beau sophie de la sagesse, de la connaissance qu'on va trouver dans la philosophie. Et cette connaissance de la maison, cette connaissance de ce qui nous entoure, essaye, justement par ce mot, de faire une différence entre une volonté politique, il faut maintenant parler de quelque chose dont on n'a pas assez parlé pendant longtemps, c'est-à-dire la nature qu'on a mis de côté, à quelque chose qui essaye de dire de manière beaucoup plus tendre, il va bien falloir maintenant vivre avec, dans et parmi la nature qui nous entoure. Qui est finalement une vieille sagesse, parce que le fait de vivre avec la nature, enfin, je veux dire, à moins d'ignorer qu'on est des animaux, tout le monde n'est pas vraiment très conscient qu'on est des animaux, parce que ça nous ramène à une situation qu'on n'a pas envie de regarder, peut-être. Mais on est obligé de vivre avec la nature. C'est peut-être non seulement une vieille sagesse, mais aussi un truc un peu réactionnaire. L'écologie intervient peut-être à un moment où on se rend compte qu'on s'est vraiment distancié de ce que, pendant des milliers d'années, le rapport de l'homme à la nature avait été. Et je pousse même l'idée un peu plus loin en disant que pendant ce qu'a été la modernité européenne, donc on peut dire que ça commence au XVIIe siècle, grandement structuré au XVIIIe siècle, victoire du XIXe siècle, flamboyance du XXe siècle, effondrement aujourd'hui. Pendant cette modernité européenne, le rapport de l'homme à la nature a été très prédateur. On a voulu dominer la nature. Une forme de victoire de l'homme sur son environnement était justement de l'assujettir. Et donc l'homme s'extrait de la nature, il n'est pas un animal, il est une espèce supérieure. Et la nature à côté, c'est un objet dont on va faire ce qu'on veut, dont on va disposer. C'est exactement donc une ressource naturelle, une ressource. La nature n'existe que si on peut aller puiser des choses chez eux. Et aujourd'hui, on essaie de trouver d'autres manières de s'entretenir avec elle pour une raison très bête. C'est qu'on s'est rendu compte que celle d'avant ne marche pas. Les indices se multiplient autour de nous pour nous dire que là, on n'a pas réussi quelque chose. Et du coup, ce que tu me disais, c'est que l'écologie aujourd'hui, elle est très punitive. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, quand on dit aux gens, tout le monde plébiscite un peu l'écologie, mais en réalité, plus ou moins d'ailleurs, mais en fait, dès qu'il s'agit de modifier leur mode de vie, ils sont plutôt contre, dans le principe. C'est-à-dire les routes à 80 km/h dont on a parlé la dernière fois, mais ça peut être n'importe quoi. J'imagine que si on dit aux gens, en fait, tu vas plus pouvoir prendre des douches à l'heure que tu veux, ou tu n'auras pas d'eau chaude à l'heure que tu veux, ou tu vas devoir arrêter d'utiliser tu vas devoir arrêter d'utiliser un lave-vaisselle, j'en sais rien, peu importe, même si le lave-vaisselle, en l'occurrence, utilise moins d'eau que la vaisselle. Mais l'écosophie, finalement, c'est une autre démarche qui est beaucoup plus positive. Ouais, c'est une démarche tout autre. C'est un... comment on pourrait dire c'est un esprit
De la même manière que l'écologie est un esprit, l'écosophie est un esprit. Donc en fait, ça va précéder tout un ensemble de gestes, de manières de faire, de manières de penser. Voilà. Donc c'est pas un programme, hein, l'écosophie, comme l'écologie n'en est pas un. Mais le programme de l'écologie, c'est de ramener la nature dans le discours public. Flûte, on en a pas assez parlé. Maintenant, il va falloir quand même que ça devienne quelque chose dont il faille qu'on parle. L'écosophie, l'esprit, est de dire, attendez, l'homme ne fait pas la figure forte du haut de la pyramide dans laquelle la nature se trouve, mais il est entouré par un certain nombre de bandes dans lesquelles on va trouver le règne végétal, le règne animal, lui-même est une espèce, et puis il y a d'autres trucs dont on ignore comment ça marche. 70% des fonds marins restent inexploités et inconnus. Et inconnus surtout. Donc, et cette fascination se développe aujourd'hui. Donc il n'est qu'une partie de ce truc-là. Pour dire ça, on utilise ce mot qui nous permet de rappeler que cette sagesse de la maison, qui n'est pas performative, ça veut dire qu'on ne veut pas faire des choses, c'est uniquement une connaissance. Donc ça te rappelle à toi, n'oublie pas quand tu agis dans ta vie quotidienne, n'oublie pas quand tu consommes de l'eau, n'oublie pas quand tu prends ton bain, n'oublie pas dans les gestes très quotidiens quand tu recycles ou que tu recycles pas, que ceci a un impact qui va te dépasser, beaucoup plus large. Or, on a perdu, il me semble, progressivement dans cette phase d'industrialisation qui a été très forte du siècle dernier, le sentiment que nos gestes avaient un impact sur ce qui nous entoure. Tu peux prendre l'exemple du plastique, par exemple. C'est extraordinaire. On te dit, nous produisons une matière qui ne pourra pas se dégrader. Et on l'a su très vite. Mais pourtant, on en a produit. Et quelqu'un a dû se dire à un moment donné, oui, mais que se passe-t-il si on produit en grande quantité une matière qui ne pourra pas se dégrader ? Et il a dû aller se coucher tendrement dans son sommeil en se disant, ça n'est pas grave, quelqu'un d'autre pourra se charger de ce problème. C'est un peu fou de penser comme ça. Et puis la multiplication de cette personne par milliers, produisent aujourd'hui tout le discours qu'on a sur les microparticules de plastique qu'on avale, qu'on respire, qui sont dans l'eau, etc. Donc le rapport de l'écosophie te dit juste, attends, si tu produis quelque chose qui n'est pas comme étant ton déchet, par exemple l'alimentation de quelque chose d'autre, alors mécaniquement, à un moment donné, tu vas te retrouver dans une impasse. C'est ça. Forcément. Mais tu me disais aussi que dans l'écosophie, tu peux avoir une vision positive du geste au quotidien. Bah, si tu veux, l'écologie est punitive parce qu'elle se développe à un moment où c'est trop tard. Tu as le sentiment que cette industrialisation très forte des années 20 produit plus de biens qu'on en a besoin, que par conséquent elle sature l'espace des hommes. Il suffit de rentrer dans un supermarché pour se rendre compte de l'absurdité de la multiplication des objets qui nous entourent. Le nombre d'objets qu'il existe, je ne sais pas si tu te réalises le nombre d'objets qui existent, beaucoup plus de ce dont tu n'auras jamais besoin. Et donc elle est punitive parce qu'elle est tardive. Elle dit attention, il faut donc retirer des choses à ta vie quotidienne. Et jamais personne n'a été convaincu par des arguments. Je ne peux pas te dire un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc, ou plutôt que deux tu l'auras sont mieux qu'un tien. Je dois te donner quelque chose. Cette écosophie, puisqu'elle est enveloppante, elle va te dire tu es ton environnement, tu te fonds dedans, tu te scindes dedans. Elle va produire, comme c'est un esprit, elle va produire des gestes qui vont immédiatement te donner des tout petits feedbacks avec ton environnement. Si tu dis aux enfants fermez ce robinet quand vous vous lavez les dents parce que vous tuez des dauphins, ça se produira sans doute pas. Si tu dis aux enfants éteignez les interrupteurs parce que tu es en train de tuer les ours blancs, etc., ça se produira peut-être pas. Mais si tu mets un petit compteur dans la maison qui va de manière très ludique matérialiser la consommation électrique et montrer lorsqu'elle est inutile et qu'elle pourrait baisser, alors par jeu, on prend conscience. Tu vas venir comprendre quelles sont les conséquences de tes actes dans ton environnement. Donc, alors qu'on a pendant longtemps pu imaginer que nos actes sur l'environnement étaient mineurs, cette entrée dans l'anthropocène, dont on parle beaucoup, qui est une proposition, je le rappelle, qui aujourd'hui n'a pas été actée, etc., mais qui est intéressante comme idée, cette entrée dans l'anthropocène revient à dire si nos actes ont un impact sur l'environnement qui nous entoure. Oui, bien sûr. Et finalement, ça revient un petit peu, alors j'exagère évidemment en disant ça, mais à faire des bons citoyens, un petit peu ce qui est le programme chinois. Alors bon, le programme chinois, c'est un petit peu différent, mais, mais là, je pousse le trait, mais il y a quand même cette histoire qui pourrait être intéressante finalement, de dire, en fait, la vie est un jeu, la vie est une fête. La vie est un jeu. Je sais pas si la vie est une fête avec un score en dessous de 4. C'est ça, je suis pas certain, mais la vie est un jeu, et du coup, à chaque action
que je fais, finalement, je gagne des points et ça pourrait être ça? Oui, c'est à peu près ça, mais je pense qu'il y a une grande différence entre que ce jeu soit organisé par un grand maître de jeu qui soit le gouvernement et qui décide des règles et de quand tu perds et de quand tu gagnes, et aussi de l'obscurité de ces règles-là. Ouais. Parce que ce jeu-là, il existe, il a été écrit par Franz Kafka à plusieurs reprises dans plusieurs ouvrages, et c'est l'opaque total qui est construit entre l'homme et la société qui l'entoure, et qui n'empêche pas le jugement arbitraire. Bon. Donc ça, c'est un jeu qui est une terreur. Par contre, si c'est un jeu qui est produit par les individus eux-mêmes à l'intérieur des petites structures, les collectivités locales, les familles, les groupes de potes, les gens qui se parlent entre eux, je veux dire, c'est extraordinaire. Nous, tu parles de Stéphane Hugon, donc on travaille ensemble, et puis au bureau, on a une société qui s'appelle Eranos. L'Eranos, en grec, c'est un banquet où il n'y a ni hôte ni invité. Donc en fait, tout le monde amène sa popote. Et on fait des Eranos, donc des dîners avec toute l'équipe. Il y a une fille qui fait du pain, elle s'appelle Eugénie Senlis, elle vient avec son pain. Et elle ne change pas seulement ce qu'il y a sur la table. Elle change aussi le rapport que les autres ont au pain. Le pain n'est plus un truc soit industriel, soit artisanal, produit par quelqu'un de spécialisé, qui a un métier, qui paye des taxes. Le pain, c'est un truc que tu peux faire chez toi. Et donc en changeant ça, tu changes ton rapport à le geste de la main, à la question de la fermentation, le travail de la pâte, et l'immédiateté entre toi et le monde se produit. Donc par des tout petits gestes comme ça, tu changes le rapport des gens aux choses. Et d'ailleurs, j'ai reçu Isabelle Saporta sur mon podcast où on parlait du rapport à la nourriture et en particulier de l'industrialisation de la viande, et toute la folie autour de ce qu'on mange aujourd'hui, évidemment. Le rapport quand on parle du rapport à la nature, et tu disais tout à l'heure, et je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'on fait partie de la nature, c'est pas qu'on a un rapport avec la nature, c'est qu'on en fait partie en fait. Donc le rapport à la nourriture, évidemment. Les Français le disent et les Américains aussi, on est ce qu'on mange. Nous on dit on devient ce qu'on mange. Les Américains disent, les anglophones disent on est ce qu'on mange. C'est très vrai. D'un point de vue théorique, c'est-à-dire que y a rien de plus intime que de mettre quelque chose dans son corps. Et puis, d'un point de vue physio-biologique, c'est-à-dire que tu vas métaboliser ce que tu manges. De sorte que, tant que tu considères, dans cette victoire du progrès qu'a été le XXe siècle, que l'alimentation est un truc fonctionnel, que tout ce qui t'intéresse, tout ce dont tu as besoin, c'est un certain nombre de protéines, quelques grammes de machin, des lipides, tant de sel, tant de machin, et puis ton corps la machine productrice et reproductrice va fonctionner d'elle-même. Tant que tu considères ça, t'as pas besoin de te dire que tu deviens ce que tu manges. Dès lors que la dimension du rituel collectif, du dîner, du déjeuner se remet devant toi, ça t'intéresse ce que tu vas manger. Qui l'a fait? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est la bonne température de cuisson? Est-ce qu'il ne faut pas complètement exploser les protéines animales en les mettant dans des fours trop chauds? Est-ce que, au contraire, le nacre du poisson, c'est pas quelque chose que tu vas aller rechercher? Et puis la cuisine à la sonde et la cuisson basse température. Et ça va produire un truc très bizarre socialement, c'est que les nouvelles rockstars aujourd'hui, c'est des chefs de cuisine. Donc des types qui avant étaient dans une arrière-salle et dont on a architecturellement décloisonné le lieu de travail pour qu'on puisse les voir œuvrer. Qu'est-ce que font ces types? Ils construisent le temple qui est ton corps, tu veux les voir avec leurs mains produire les aliments que tu vas manger. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc que je trouvais assez malin qui disait il faut que tu considères la nourriture comme un médicament, sinon les médicaments vont devenir ta nourriture. Ah oui, mais ça c'est un truc de médecine chinoise, où en fait... tu ne te soignes que lorsque tu es malade dans la médecine européenne. Chez les Chinois, tu te soignes tout au long de ta vie, et par notamment, bien évidemment, par l'alimentation. Et il y a un autre truc dont tu me parlais tout à l'heure que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'en Amazonie, les Indiens, ils n'ont pas nécessairement de mots pour définir ce que c'est qu'un arbre. Exactement. Alors j'ai appris ça. C'est un sociologue, un anthropologue français qui est à l'université de Grenoble, s'appelle Pierre Lequéot, et qui est venu faire un cours dans ma classe à Sciences Po sur l'archétype des arbres. Donc, il parlait des arbres. Et il nous explique qu'en Amazonie, certaines des tribus qu'il avait été visitées n'avaient pas de mots pour arbre. Pour une raison très simple, c'est que tout est arbre. Donc nous, on a décrit l'arbre comme étant une spécificité du paysage. On décrit l'arbre parce qu'il émerge de la platitude du champ qui a été transformé par l'homme. On a isolé l'arbre de la route, on a isolé l'arbre etc. Eux, n'ayant pas isolé l'arbre et ne pouvant pas isoler l'arbre, le paysage dans son ensemble est
arbres. Donc, ça n'est qu'une contingence de notre paysage qu'on regarde les arbres comme étant des objets, alors qu'en réalité, ils auraient très bien pu, et c'est le cas là-bas, être l'ensemble des choses qui nous entourent. Ça nous rappelle qu'on est composé beaucoup plus qu'on ne l'imagine par le paysage qui nous entoure, alors qu'on considère au contraire qu'on en est abstrait, qu'on peut en sortir et qu'on peut l'écarter de nous, lui donner des noms. Et alors du coup, comment on revient? Parce que bon, on est clairement devant une urgence écologique, il n'y a pas vraiment de doute sur le sujet. Parce qu'en fait, c'est vraiment, et c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure, mais c'est vraiment une question de culture. C'est pas une question de dire ça c'est pas bien parce que bon, ça marche pas. On a bien compris que quand on disait aux gens ça c'est pas bien, ce que tu disais tout à l'heure, l'exemple tu disais tu feras jamais quitter un chien près d'un feu parce que juste en lui disant oust parce que ça marchera pas. Tu restes auprès du feu parce que c'est agréable évidemment. Et c'est un peu la vie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu dis aux gens non mais il faut pas rouler aussi vite, les gens vont continuer à rouler à cette vitesse. Si tu leur dis faut pas consommer, faut pas prendre l'avion pour partir en vacances, les gens vont continuer à le faire parce que en fait ça leur parle pas vraiment. Donc c'est un changement culturel qui est beaucoup plus complexe peut-être. Je pourrais partager deux choses, une idée et une méthode un peu concrète. Alors l'idée, c'est cette vieille question de l'habiter. C'est un truc qui me hante un peu. C'est quoi une maison? Et il y a une vieille phrase qui me hante, c'est vous êtes l'habitant de la maison et la maison. Ça veut dire qu'on n'est pas que quelqu'un qui va temporairement rentrer dans un lieu. On est aussi le lieu. Une fois qu'on est dedans, la manière dont tu la décores, la manière dont tu accueilles d'autres personnes dedans, fait que tu reflètes le l'énergie lieu. Que tu lui donnes. L'énergie que tu lui donnes, le calme ou au contraire, la couleur, le côté vivace ou l'aspect terne. Tout ça sont des choix que tu vas prendre et même parfois que tu prends pas, que tu vois pas que tu as. Et puis l'odeur. Donc on est la maison et l'habitant de la maison. Donc en se rappelant ça, je pense que c'est important de se demander qu'est-ce que ça veut dire que habiter. Et aujourd'hui, la question de habiter la ville, qu'est-ce que c'est qu'habiter son job? Qu'est-ce que c'est que habiter sa famille? Qu'est-ce que c'est qu'habiter sa relation amoureuse? Qu'est-ce que c'est que habiter sa vie d'être humain? Qu'est-ce que c'est que habiter sa pratique du yoga? Qu'est-ce que c'est qu'habiter son corps, l'entretenir, etc. sont des questions que se posent, sans les théoriser comme moi je le fais là, mais tout le monde. Tout un chacun, en tout cas les personnes des sociétés occidentales, extrême occidentales. Qui n'ont pas d'autres questions à se poser. Qui bien évidemment ont été, ont mis les autres questions d'un côté. Alors, ça ce serait une idée. Je pense il y a une urgence à se demander qu'est-ce que c'est que habiter, avec la modestie de reconnaître que parfois, habiter c'est quand même vachement bien quand on a une maison bien bâtie, un truc robuste, une cabane. Il y a un philosophe français qui s'appelle Gaston Bachelard, il a fait tout un truc sur la maison, il disait l'imaginaire de la hutte. On n'est jamais mieux que lorsqu'on est dans une maison, le soir avec un feu allumé et puis il y a une fenêtre et dehors il pleut et on écoute les bruits de la pluie et on se projette là-dedans et on se dit cette maison bien bâtie qui m'accueille, on est la maison habitée. Ça je pense que c'est valable pour le temple du corps dont on parlait tout à l'heure, mais aussi pour la société dans son ensemble, son job, etc. Mal habiter son job, c'est des bullshit jobs dont on parlait de David Graeber. Mal habiter une baraque, c'est un logement, en fait on n'est pas chez soi. Mal habiter le déplacement, c'est le truc ultra serré et en fait c'est la fonctionnalisation du déplacement. Et aujourd'hui ce qu'on revoit dans tous les opérateurs que je viens de dire, chez les foncières qui produisent des lieux, chez les gens qui font du déplacement et chez les gens qui font du travail, c'est aller chercher le sens dans le travail, remettre de la circulation et de l'expérience, ce mot magique qu'on répète tout à l'avenant, de l'expérience à l'intérieur du voyage, et puis bien évidemment autour du logement et de l'habitation. Ça, ce serait une idée. Et après, un truc très pratique. Il y a un mec qui s'appelle Tariq Shekshak. Parmi d'autres, il parle du biomimétisme. Et la première fois que je l'ai entendu parler, je me suis imaginé que le biomimétisme, c'était comment est-ce que tu faisais le nez du Shinkansen sur la base de tel animal qui était très bien profilé. Il lui rappelle une chose toute différente. Dans le biomimétisme, il n'y a pas que la copie des formes qui sont des formes plastiques. Il y a aussi une copie des pratiques et des manières de faire. On peut considérer qu'il y a 4 milliards d'années d'essais et d'erreurs de la vie, et que ces essais et erreurs de la vie, elles ont construit des structures sociales aussi, qui peuvent très bien marcher. Et donc, on peut s'inspirer des manières par lesquelles la nature a testé des trucs qui n'ont pas marché pour faire en sorte d'édicter une sorte de règle. Et tout à fait sans le savoir, j'en ai dit une tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la nature, il n'y a pas de production d'une espèce qui ne soit l'alimentation de celle d'après. Et donc, en fait, tu ne produis pas ce plastique qui est terminal, qui ne peut rien devenir. Donc, dans ces essais du biomimétisme, il y a aussi des modèles qui très étrangement, pourraient être des modèles de gouvernance, des modèles politiques, des modèles de vie en société, des modèles d'éducation, etc., etc. Donc ça, c'est une piste. D'ailleurs, j'ai reçu
Idrissa Berkane sur le sujet du biomimétisme, effectivement. Et c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est très exploré parce que j'imagine que on n'a pas forcément toutes les solutions. C'est pas la manière dont c'est pas le mythe du XXe siècle non plus. Donc c'est tous ces travaux qui sont en cours de route sans doute. Et alors du coup, ce podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui. Moi, je voudrais vraiment claquer la porte aux gens qui font pas assez de cas de la cuisine. Ouais. Il y a tellement de culture dans la cuisine, genre ce que tu manges, la manière par laquelle tu le fais, les gens que tu invites, comment tu dresses ta table, combien de temps tu restes, etc. C'est d'une immense beauté. Je pense que tu peux presque établir l'état de culture d'une civilisation à la manière par laquelle ils mangent ensemble. Et pourtant, en Europe, on mange quand même plutôt ensemble. On mange très bien ensemble, là, on est très bon à ça. Plus ou moins, il y a la France reste l'un des pays majeurs pour McDonald's. Hein. Les latins. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Ouais. Mais c'est parce que c'est ce rationalisme qui va donc considérer que l'ingestion égale la nourriture. Tu vois. Mais si je te dis il faut te nourrir intellectuellement, tu vas pas choisir n'importe quel livre. Parce que tu sais que je veux pas te dire il faut que tu lises des caractères. Tous les caractères de la page d'un livre ne sont pas égaux. De la même manière, tous les ingrédients et toutes les manières de les consommer ne sont pas égaux. Ok. Super. Merci, Mickaël. Merci, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.